Conversation du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard avec la revue Capital Social. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour la deuxième édition de l'émission Question Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler du lien entre famille, démographie et économie. Et c'est un sujet brûlant et même, paraît-il, urgent. Au secours, la France se dépeuple, mais que se passe-t-il ? Qui paiera nos pensions de retraite demain ? Mais qui fera tourner l'économie ? Que va devenir notre pays ? Va-t-il s'éteindre à mesure que s'éteint sa natalité ? Eh bien, pour aborder cette question, j'ai deux invités aujourd'hui. La présidente des associations familiales catholiques, les AFC, Pascale Morinière. Bonjour Pascale Morinière. Bonjour Guillaume. Et le sociologue Raymond Debord. Bonjour Raymond Debord. Bonjour. Alors je vais vous présenter, je vais commencer par vous, Pascale Morinière. Donc je l'ai dit, vous êtes président des AFC, ou plus précisément de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Vous êtes médecin de profession. Là, vous n'avez plus le temps d'exercer, je pense. Et vous êtes mère de famille de 3 enfants. C'est ça. Et là, il vous reste un petit peu de temps pour exercer, là, de ce côté-là ? Du côté des enfants, oui, pas trop non plus, mais ils sont grands. Ils sont grands ? Oui. Ça va de quel âge à quel âge, alors ? 19 ans à on ans. Ah oui, effectivement. Ouais. Ça, on coupe le cordon à cet âge-là. Ça va progressivement. Et Raymond Debord, je vais vous présenter. Vous êtes probablement moins connu des auditeurs de KTO Radio. Vous êtes docteur en sciences humaines. Vous êtes sociologue et vous êtes un sociologue spécialiste de la famille. Vous êtes un sociologue de terrain puisque vous travaillez comme cadre dans un organisme de protection de l'enfance et vous êtes l'auteur, c'était en 2020 aux éditions Critiques, d'un livre qui s'intitulait « Faut-il en finir avec la famille ?» Alors là, tout le monde frémit. Mais je rassure nos auditeurs, globalement, vous avez plutôt répondu. J'ai 3 enfants, moi aussi. Et alors, oui, alors on pose la question à madame, mais pas à monsieur. Et vous aussi, vous êtes père de famille nombreuse. Bah, il y a 2 mamans, mais alors ça compte moins. Mais quand même. Mais vous avez 3 enfants. J'ai quand même 3 enfants. D'accord. Et ça va de quel âge à quel âge ? Ça va de 22 à 34. 22 à 34. Là aussi, le cordon est coupé, pardon, hein, je pense. Ouais. Il n'y a que moi qui ai encore un petit à la maison, alors, qui a 12 ans. S'il nous écoute, je le salue, il s'appelle Max. Voilà, non, je plaisante. Bon, j'arrête de faire mon cirque, là, si je puis me permettre, et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'UNAF, qui est l'Union nationale des associations familiales, avait publié une étude dans laquelle elle disait que 94% des Français plébiscitaient la famille, avaient confiance dans la famille, au moment même où toutes les institutions politiques, sociales et autres sont en panne de confiance, en crise de défiance même, on pourrait dire. Et la famille est plébiscitée, on l'a vu pendant le Covid, les gens veulent la famille, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ne font plus d'enfants, ou du moins, ils font de moins en moins d'enfants et assez peu d'enfants. Et on se dit, on va pas pouvoir renouveler les générations, etc. Alors déjà, que se passe-t-il ? Mais je crois qu'il se passe ce qui se passe déjà depuis longtemps. Simplement, on s'est réveillé. Ça fait 50 ans qu'on est en dessous du fameux seuil de renouvellement des générations, c'est-à-dire 2,1 enfants par femme. Et on était à 2, c'est ça, pendant longtemps ? On est resté à 2 ces dernières années, mais il y a eu une période dans les années 90 où on est descendu aussi bas qu'en ce moment, mais ça fluctuait. Et puis là, il y a un creux qui est depuis 2012 à peu près, qui est une diminution régulière, mais une accélération incroyable, puisqu'en 2023, on a perdu 49 000 naissances dans l'année, alors qu'on avait perdu 100 000 entre 2012 et 2022. Voilà, donc il y a un fond de baisse régulier, mais là, il y a une accélération, c'est pour ça qu'on s'est réveillé. Et alors, vous êtes actif sur Twitter, Pascale Morinière, et vous avez sonné tiré la sonnette d'alarme, pardon. Vous avez dit troisième baisse depuis le début de l'année, 3% de baisse, depuis le début de l'année, 26e mois consécutif de baisse du taux de natalité en 2023. Et on se retrouvait à 1,68, et là, on serait sur une tendance encore inférieure, c'est bien ça ? On va être inférieur, puisque l'an dernier, on avait pas mal baissé, on a terminé à 1,68 enfants par femme. Pour les 6 premiers mois, on a déjà perdu 8 000 naissances. Donc on a franchi l'année dernière le seuil des 700 000 naissances, et on va être encore un petit peu plus bas. Bon, alors... L'année dernière, on a perdu, pour que ça dise quelque chose à nos auditeurs, on a perdu la ville d'Albi. Elle a été rayée de la carte, vous voyez, c'est l'équivalent en population. Ça donne une idée de ce que ça représente. Et c'est assez impressionnant. Alors Raymond Debord,
votre éclairage de sociologue sur ce qui nous arrive. On disait qu'il y avait une exception française, ça a été vrai, peut-être, pendant longtemps. Est-ce qu'on est dans une catastrophe durable ? Quel est votre regard sur cet hiver démographique, tel qu'on le qualifie ? Alors, je pense que nous sommes dans une catastrophe durable parce que c'est une catastrophe mondiale. Oui. Pour rester dans la comparaison européenne, nous sommes les moins mauvais élèves de la classe, je dirais. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Exactement, dans le sens où de toute façon, l'état de la situation, comme le disait Madame Morinière, est très mauvais. Donc nous sommes les moins mauvais en Europe, avec nos amis tchèques et nos amis roumains, pour citer les 3 premiers, sachant qu'en queue du peloton, nous avons Malte, l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Et je crois que l'Italie, c'est 1,2, quelque chose comme ça. C'est absolument épouvantable. Oui. 1,24. Alors par parenthèse d'ailleurs, je note qu'il n'y a pas de corrélation entre la pratique religieuse et le taux de natalité, puisque vous trouvez dans les 3 premiers 2 pays qui sont les pays qui au monde sont le plus sortis de la religion, qui sont la France et la République tchèque, alors que dans les 4 derniers, vous trouvez la Pologne qui est extrêmement pratiquante, et aussi des pays de forte tradition religieuse comme l'Italie ou l'Espagne. Ou l'Espagne, oui. Je ferme ma parenthèse, mais ça donne à penser. En tout cas, c'est très très mauvais. Et sur le plan mondial, puisqu'on est dans un phénomène en fait qui a déjà été annoncé depuis fort longtemps en réalité, depuis les années 1930, mais j'allais dire dans la différence générale, y compris des spécialistes d'ailleurs, nous sommes dans ce phénomène de transition démographique qui fait qu'à partir dans laquelle la France est rentrée la première en Europe, qui fait que la population dans un premier temps explose, mais la natalité commence à baisser, la mortalité baisse aussi. Et à un moment donné, on arrive dans une phase qui est une phase de recul, si ce n'est d'effondrement démographique. Alors, et ça, c'est mondial. Et ça, c'est mondial. Donc on n'est pas du tout dans une explosion de la population mondiale. Nous sommes dans une explosion parce qu'il y a un effet boule de neige. Oui, mais les projections indiquent... Mais les projections indiquent que... alors déjà, certains pays ont commencé à reculer. Par exemple, la Chine, qui était le pays le plus peuplé du monde, qui ne l'est plus tout à fait. Et les projections prévoient que la population mondiale va continuer à exploser, alors principalement dans certains pays, en particulier des pays d'Afrique, mais qu'elle va commencer à décroître à l'horizon 2070-2080. D'accord. Je cherche... Donc c'est un peu le spectre de... 2084, 10,3 milliards d'après l'ONU, ce qui serait l'apogée avant le début du déclin généralisé. Donc il y a un peu un catastrophisme qui a couru sur le fait qu'on allait exploser sur la Terre, etc. Le malthusianisme va être démenti par les faits. En tout cas, il est pour l'instant démenti par les projections. Alors pour revenir à la France, on va dire on a besoin d'enfants. On ne renouvelle plus les générations. Il y a quelque chose d'angoissant d'ailleurs. Et Pascale Morinière, vous insistez souvent, parce que je vous lis, figurez-vous, vous insistez souvent sur l'écart qu'il y a entre le nombre d'enfants qu'on a et le désir d'enfant. Et ça se mesure, ça, le désir d'enfant ? Oui, ça se mesure par des enquêtes répétées, régulières. L'UNAF fait ça assez régulièrement. Donc le désir d'enfant, il a encore été chiffré l'année dernière, il est à 2,27 enfants par femme. Mais la réalité de l'année dernière, c'est 1,68. Donc il y a un écart de plus d'un demi-enfant entre ce que désirent les personnes et ce qu'elles parviennent à réaliser. Eh bien cet écart, il chiffre très exactement le manque de moyens. Alors il y a aussi, dans ces manques de moyens, il y a aussi les questions médicales, mais sinon c'est le manque de moyens matériels des familles qui ne peuvent pas accueillir les enfants qu'elles veulent, et cet écart tend à augmenter. Donc les Français désirent toujours des enfants. Bien sûr, il y a le malthusianisme, la crise écologique, etc., qui imprègnent les esprits. N'empêche que dans le réel, quand on chiffre, on voit qu'il y a toujours une demande de 27, c'est bien au-dessus du seuil de renouvellement des générations qui est à 2,1. Donc il y a un désir d'enfant et les familles n'arrivent pas à accueillir les enfants.
Donc c'est un problème de politique familiale. Donc après, il faut s'intéresser à pourquoi, voilà. Ouais. Parce que beaucoup de personnes font ça au doigt mouillé. Je le vois dans la presse. Alors je ne veux pas mettre les journalistes en cause, hein, mais beaucoup Non, mais ils ont des sur- défauts parfois aussi. partent sur un sujet. Alors, il y a eu l'écologie qui est très à la mode, on en parle beaucoup. L'année dernière, nous, on a fait une enquête avec l'IFOP pour demander à des familles qui avaient renoncé à avoir un enfant ou un enfant de plus, pour quelles raisons elles avaient renoncé. Eh bien, les premières causes, c'est des raisons matérielles, financières, donc avec le travail, enfin voilà, les revenus. Et la deuxième cause, c'est la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Comment mon petit va être accueilli? Est-ce que j'ai les moyens de m'arrêter? Est-ce que je peux payer une nounou? Voilà. Les moyens de garde, ça compte. Tous les moyens de garde, c'est ça qu'on met derrière l'expression conciliation, vie familiale, vie professionnelle. Et ça, c'est les premières raisons. Et la crise écologique, elle arrive en 5e position. Et la 3e cause, ça c'est très étonnant, c'est la solitude. Et on l'oublie, c'est-à-dire que on pense que c'est les personnes âgées qui sont seules. Eh bien non, les jeunes adultes vivent aussi la solitude, la rupture des liens conjugaux, voilà, l'incapacité à créer quelque chose de durable. Eh bien ça impacte aussi la natalité. Oui, donc pour vous, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, ça vient très très loin dans la liste des motifs de cet écart. Parce qu'on dit qu'il y a un mouvement, on dit sans enfants, on ne veut plus faire d'enfants. Mais enfin, en fait, vos études montrent que la plupart des gens ordinaires, on va dire, en dehors du petit monde parisien, quoi. Hein, je pense que c'est surévalué. C'est surévalué parce que c'est une nouvelle, c'est quelque chose de neuf. Donc on peut causer autour de ça, mais ce courant des Green Inclination No Kids, inclination verte, pas d'enfants, ou bien un chien, pas d'enfants. Enfin, il y a différents noms qui sont donnés. Je pense que c'est surévalué par rapport au réel. Et le réel, on le connaît quand on interroge les jeunes parents ou les potentiels jeunes parents. Eh ben, c'est les moyens. Alors. Vous êtes mère de famille nombreuse. Raymond, vous êtes père de famille nombreuse. Moi aussi, d'ailleurs, je suis père de famille nombreuse. Il n'y a que des familles nombreuses, là, autour de cette table, dans ce studio. C'est incroyable. Alors, il semble qu'on ne soit pas représentatif, quand même, là. Je ne sais pas s'il y a un biais ou quelque chose, mais... Alors, est-ce qu'il existe encore des familles nombreuses? Et qui sont-elles? Où sont-elles? Alors, il existe encore des familles nombreuses. Qui sont-elles? Où sont-elles? Je ne sais pas si je serais capable de répondre à la question formulée comme ça. Ce que je peux dire par contre, c'est que il y a une corrélation entre le nombre d'enfants que vont avoir les gens et leur situation économique. Il y a ce qu'on appelle un système en U, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez dans les gens, si on classe par exemple la population selon ses ressources avec des déciles, donc le premier décile concentre les personnes qui ont le plus d'enfants. Donc voilà, pour répondre plus directement à votre question... Alors le premier décile, c'est quoi? C'est les plus aisés ou c'est les moins aisés? C'est les moins aisés. En tout cas, dans la manière dont je présente les choses, c'est eux qui ont ce sont les pauvres qui font le plus d'enfants. Voilà. Et ensuite, vous avez un effondrement et entre le 3e et le 7e décile, vous avez la majorité de la population salariée qui, elle, est très en dessous, y compris de la moyenne des 1,67 dont parlait Madame Morinière tout à l'heure. Et puis après, quand on arrive dans les 2 derniers déciles, ça remonte un peu, mais pour arriver à 2 environ. C'est-à-dire que ça frôle le seuil de renouvellement des générations, mais de toute façon, c'est moins que ceux qui n'ont pas d'argent du tout. Donc je dirais que les familles nombreuses se concentrent quand même aux 2 extrêmes de la chaîne sociale, en sachant que, évidemment, numériquement, les 2 bouts ne représentent pas du tout la même chose. Voilà. Oui. Donc c'est surtout la classe moyenne, ou les classes moyennes, parce qu'il y a plusieurs niveaux de classe moyenne, qui est freinée par ces questions économiques, justement, mais ceux qui ont le moins d'argent, le moins de revenus, ça ne les freine pas, en fait. Ça ne les freine pas pour des raisons, je pense, qui sont... Alors là, je formule une hypothèse, parce que ça mériterait d'être creusé. Peut-être que ça l'a été, que je ne suis pas au courant, mais je pense que c'est là aussi qu'on va retrouver des populations issues de l'immigration et qui ont des taux de fécondité légèrement supérieurs. Avec des dimensions culturelles ou socio-religieuses. Et puis, on va trouver aussi des populations que moi j'ai un peu rencontrées sur un plan professionnel, c'est-à-dire des gens qui sont en grande difficulté, qui relèvent de ce qu'on appelait autrefois
autrefois le quart monde, et qui finalement, vous avez y compris des très jeunes filles qui vont placer toutes leurs espérances dans la fonction sociale maternelle, et donc qui ont sensiblement plus d'enfants que d'autres. D'accord. Alors que l'âge au premier enfant, pour la majorité des femmes aujourd'hui, a passé les 30 ans. Donc. Alors, on va s'intéresser quand même aux conséquences concrètes, notamment économiques, parce que dans une émission économique, je vais essayer d'honorer la promesse quand même. On pense tout de suite aux retraites, quoi. Les retraites concentrent la plus grosse partie de la dépense publique, et au sein même des dépenses de protection sociale, c'est le plus gros poste également. On se retrouve aujourd'hui avec un rapport cotisant pour nombre de retraités qui est quand même inquiétant, puisqu'il y a à peu près, je crois, 1,5 actifs pour un retraité, et à l'horizon 2050, certaines projections disent que ça sera 1 pour 1. Une personne avec son revenu devra faire vivre une autre personne, un retraité, et en plus sa famille, ses enfants, etc. Alors là, on se demande comment on va faire sur ce problème de retraite. Vous, Pascale Morinière, vous militez pour qu'on favorise la politique familiale. Et est-ce que vous utilisez beaucoup cet argument des pensions de retraite ? Parce que souvent les gens disent oui, la politique familiale c'est un coût, etc. Et est-ce que vous essayez de démontrer qu'économiquement c'est rentable pour la société ? Nous on dit que c'est un investissement. Pas que c'est un coût. Oui. Oui. On a même essayé de proposer aux députés européens, notre proposition pendant la campagne pour les européennes, c'était de transformer les règles comptables de l'Europe pour que la politique familiale soit mise du côté des investissements de l'Europe. Il y a déjà la même démarche qui est faite autour de tout ce qui est défense en Europe, et pas du côté des dépenses, pour alléger les comptes des pays qui s'engagent plus pour la natalité. Parce qu'en fait, on n'a pas donné le chiffre en Europe. La moyenne en Europe, c'est 1,5 enfants par femme. Donc on se porte bien, on est au-dessus, et c'est pire dans le. Nous en France, oui. En France, oui. Voilà, donc effectivement, on peut pas dire faites des enfants parce qu'il faut payer les retraites. Je crois que éthiquement, on est sur KTO Radio, c'est juste pas possible. Et moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il faut permettre aux familles d'avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent, d'où cette question du désir d'enfant. Voilà. Et puis, il faut aussi regarder les effets secondaires, bénéfiques, qui sont les conséquences pour notre système social qui est fondé sur la solidarité entre les générations. Globalement, les jeunes travaillent, financent les retraites, financent un peu plus la maladie. Et puis, les plus âgés, ils contribuent aussi en finançant pour les familles qui sont plus jeunes. Donc, on s'entraide mutuellement. Mais là, ça fait trop longtemps que les jeunes portent le système social et que même les excédents de la branche famille, la CNAF est excédentaire chaque année, ces excédents servent à renflouer les retraites, ce qui est quelque chose on est suicidaire de faire ça, parce que nos enfants sont notre avenir. Alors j'ai bien compris le message, donc il ne faut pas avoir une vision utilitariste, voire matérialiste en fait de la question des naissances, mais si on vous entend bien, si on permet aux gens d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent, ça sera un bienfait aussi pour les retraites, et on ne va pas s'en plaindre en fait. C'est ça. C'est ça votre... Et pour l'économie. Votre cheval de bataille. On va revenir sur ces questions de politique familiale avec Raymond Debord et Pascale Morinière dans quelques minutes, mais on va faire une pause musicale avant. Alors, une pause musicale, on va parler de famille quand même. Alors, je vous propose d'écouter Maman, Papa, la fameuse chanson de Georges Brassens, mais chantée non pas par Georges Brassens, mais par Benjamin Biolay, qui a fait une reprise jazz avec un piano de jazz fabuleux. Et Maman, Papa, en faisant cette chanson, Maman, Papa, je redeviens petit garçon, et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, musique. Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe, et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants. Maman, 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 maman,
Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoue pas. Papa, 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 papa. Maman et papa, en faisant cette chanson, maman et papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, soudain je comprends le prix de vos sacrifices. Oh, mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. Eh bien, chers auditeurs, nous nous retrouvons dans notre émission Question Écho avec Pascale Morinière, présidente des AFC, et Raymond Debord, sociologue, pour parler du lien entre famille, natalité et économie. Alors, je voudrais vous poser une question simple, Raymond Debord. On va parler de politique familiale, et notamment avec Pascale Morinière, du lien avec la natalité. Est-ce qu'il y a un lien établi ou non? Mais avant cela, je voudrais que vous nous expliquiez peut-être en quelques mots d'où vient la politique familiale. Est-ce qu'il y a politique familiale, politique sociale? D'où ça vient en France? Parce que ça a toujours été assez fort, en fait. Ça vient de la conjonction entre les aspirations politiques d'une partie de la gauche républicaine qui était à la restauration de la puissance nationale. Alors là, je vous parle de la fin du 19e siècle, tout début du 20e siècle, et de la montée du catholicisme social en tant que courant idéologique, et avec aussi des mouvements tendant à revendiquer une meilleure situation pour les familles nombreuses, de grands mouvements de masse. Donc tout ça a fait système, et puis petit à petit ça a donné des groupes parlementaires pro-famille, je la fais bref, des congrès de la famille, les premières lois, alors au début c'était pour les militaires qui avaient des enfants, et puis ensuite ça s'est peu à peu élargi, les premières allocations familiales mais qui étaient par branche ou par entreprise dans les années 1930, un premier code de la famille en 1939. Paradoxalement, sous Pétain, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis l'arrivée donc des politiques familiales dans la configuration dans laquelle on les connaît aujourd'hui, qui sont à la Libération avec le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y en a pour faire un peu le procès de la politique familiale, ou d'un certain familialisme, ils disent que c'est un héritage de Vichy. En fait, pas du tout. Non, c'est une idiotie. Excusez-moi, je suis direct. Dans le même registre, alors je fais court puisqu'on est à la radio, mais le slogan Travail, Famille, Patrie, c'est le slogan de la Révolution, il figure dans la Constitution de 1848 et il a été trouvé par le Dru-Rollin. Donc là encore, on est dans des projections et des combats idéologiques a posteriori. Et on voit que ce mouvement familial pour la famille venait aussi de la gauche. Les catholiques sociaux, il y en avait qui étaient réactionnaires, d'autres qui étaient plutôt démocrates chrétiens, plutôt proches de la gauche. Donc ça traversait les courants idéologiques. Donc on a mis en place, après la Libération, c'était dans le cadre du programme du gouvernement provisoire de la République. Oui, c'est là où toutes les mesures ont été prises, on ne va pas les détailler, mais enfin bon, la création de la branche famille de la sécurité sociale, la création de l'UNAF, que sais-je, tout ça a été créé de l'Institut national d'études démographiques, etc. Mais ça a fait l'objet d'un consensus politique jusque dans les années 90. Donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Alors peut-être que pour les plus jeunes, ça leur paraît très loin, mais la question des politiques familiales à mener n'était pas un sujet de clivage politique, jusqu'à une période relativement récente. Oui, tout le monde était d'accord. À peu près, oui. Et alors on a mené cette politique familiale, et Pascale Morinière, apparemment, ça nous a plutôt bien réussi pendant quelques décennies. Et puis là, elle a été décanillée sur la politique familiale, ou elle a été grignotée. Elle a été grignotée. Et est-ce qu'il y a un lien avec l'effondrement démographique? Est-ce qu'on peut dire il y a un lien entre politique familiale et natalité? C'est une intuition qu'on peut avoir, ou est-ce que c'est documenté, établi ou démontré par les chiffres, par les faits?
Il y a plusieurs indices. D'abord, le fait que quand on a commencé à déconstruire la politique familiale, je pense aux mesures sous le gouvernement Hollande, eh bien la natalité a aussitôt commencé à plonger. Donc on a plutôt fait la démonstration par la négative, d'une part. D'autre part, on voit que les autres pays européens qui avaient des difficultés au niveau de la natalité, qui ont mis en place, d'abord qui ont fait un juste diagnostic, je pense à l'Allemagne, vous voyez, sur l'accueil des enfants l'après-midi dans les écoles, eh bien une politique familiale qui a été développée au début des années 2000 et depuis l'indice de fécondité de l'Allemagne n'a fait que croître, mais aussi la Roumanie, la République tchèque que vous citiez tout à l'heure. Voilà. Et puis il y a aussi un travail qui a été fait par Gérard-François Dumont, qui est un universitaire connu, démographe, qui a montré que la part de PIB, de produit intérieur brut dévolue à la politique familiale, était corrélée à la natalité. C'est-à-dire que plus un pays dépense pour sa politique familiale, meilleure est sa natalité. Ce qui vous permet de dire c'est un investissement et pas un coût. C'est un investissement. Voilà. Je dis aussi que la famille, c'est une affaire d'État. On ne sait pas ce qu'une affaire privée, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui. Le discours de politique générale de Michel Barnier, le mot famille est venu tout à fait à la fin, mais un petit peu parce qu'il fallait quand même un peu citer tout le monde. Mais ce n'était pas du tout au centre. Alors que si la famille va bien, c'est toute la société qui va mieux. On l'a dit pour notre système social, l'économie aussi va mieux. On le voit pour l'économie de la petite enfance. Je pense tout ce qui est puériculture, jouets, actuellement diminue, plonge, parce que la natalité plonge. Et donc, les écoles ferment des classes, etc. Donc, il va y avoir une espèce de récession due à la baisse de la natalité. Et à contrario, quand on a des enfants, eh bien, on investit pour l'avenir, on construit des crèches, des écoles, etc. Et puis, toute la nation a un dynamisme. On pense à ses enfants, voilà, on se projette. Là, on est un pays qui fait des musées plutôt que des enfants, vous voyez, aujourd'hui. Oui. On est plutôt le regard dans le rétroviseur à regarder en arrière. Oui, alors que donc avoir des enfants, c'est une manière d'alimenter l'activité économique de manière importante, mais aussi de donner un dynamisme en quelque moral, de donner une morale, quoi, de donner une morale aux uns aux autres. Oui, oui. On a confiance en l'avenir. Allez, c'est ça. Il y a une espèce de joie. On le voit dans les pays qui ont une population nombreuse, une natalité assez nombreuse et dynamique. Il y a quelque chose de plus léger que chez nous. Et alors, Raymond Debord parlait du mouvement familial. Il y a un mouvement familial. La question de la famille, c'est en France, peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais en France, c'est une militance. Vous êtes une militante familiale, Pascale Morinière ? Oui. On peut le dire ? Oui. Je fais mon coming out, oui. Oui. En fait, vous parliez de De Gaulle tout à l'heure. De Gaulle, à la fin de la guerre, a organisé 2 secteurs très importants de nos vies, la famille et le travail. Alors le travail avec la représentation des syndicats, tout le monde connaît bien, ça c'est pas un pli, mais la famille est aussi représentée avec ce qu'on appelle le mouvement familial, qui est agrégé au sein de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Les syndicats n'ont pas ça, n'ont pas un espèce d'organisme de tutelle qui fait une parole un peu commune, mais les familles ont ça. Voilà. Et nous sommes militants familiaux pour que les familles soient mieux représentées, pour que les jeunes foyers puissent accueillir les enfants qu'ils souhaitent et les élever de manière digne. Et voilà. Et alors vous militez quoi ? Pour la famille nombreuse ? Pour le natalisme ? Comment vous voyez les choses ? Je pense depuis le début de l'émission, là, je le dis, je milite pour que les parents puissent accueillir les enfants qu'ils souhaitent. Oui, donc c'est pas une idéologie. C'est pas une idéologie. L'idéologie nataliste, elle instrumentalise, je vais faire du Sandrine Rousseau, mais elle instrumentalise les ventres des femmes. Voilà, quand elle dit lâcher nos utérus, c'est ça qu'elle veut exprimer. Oui. Il y a quelque chose qui est indigne de vouloir se servir de la fécondité des jeunes pour le bien de la nation, quelque chose qui ne va pas. On dit simplement, il faut que les foyers puissent accueillir les enfants comme ils le souhaitent, comme ils le veulent, de manière responsable. Alors qu'il y a eu quand même un natalisme en France très fort. Quoi. Il fallait faire des enfants pour la nation, mais il y avait les guerres aussi, peut-être. Oui, alors il a pu avoir une tonalité nationaliste que je ne partage pas, loin s'en faut. Pour autant, au début, c'est né comme le souci de la population. Donc en fait, on va dire que les prémices, c'est dans le mercantilisme et tout ça. Donc c'est le souci de la population et de ce qu'allait devenir la population du pays en tant que groupe. Dans ce sens-là, je ne pense pas qu'il est illégitime, si vous voulez, de se préoccuper de l'état de sa population, quand on a un regard sur l'ensemble de la nation, de l'état de la population et de son avenir. Donc pour moi, si vous voulez, les politiques familiales sont une déclinaison pratique d'un souci de population.
Qui est légitime, c'est normal qui moi, me semble légitime, et qui pour le coup par contre a complètement disparu du débat public depuis une quarantaine d'années. D'ailleurs, ça figurait dans le titre des intitulés des ministères. Hein. C'était ministère de la population, ensuite c'était population et famille, et puis à un moment donné la population a disparu. Si je peux intervenir, en fait ce qu'il y a aussi c'est qu'on était modelé par les guerres et la compétition entre les pays. Et donc on voulait avoir une population plus nombreuse parce que qui disait plus nombreux disait pas capacité à l'emporter sur nos voisins. Je pense qu'on a sorti ça de notre champ de réflexion. Mais ça revient. Parce qu'avec l'affaire des retraites, c'est Emmanuel Macron qui a parlé de réarmement démographique. Oui. C'est assez nouveau quand même, puis ça, dans le vocabulaire. Dans le vocabulaire, le vocabulaire guerrier, c'est ça, oui. Mais je pense qu'au plan culturel et rayonnement économique, mais aussi culturel, eh bien, plus une population est nombreuse, plus elle a ce rayonnement sur les autres pays. Alors, il semblerait, alors moi je ne suis pas un exégète d'Emmanuel Macron, hein, je me suis centré sur effectivement la partie réarmement, mais en fait il semblerait qu'il ait utilisé le mot dans la même conférence pour tout un tas d'autres sujets. Oui, il fallait tout réarmer. Voilà, ce qui a atténué un peu le côté comme provocateur du terme. Après, on voit bien qu'il y a quand même une crise dans la conscience nationale en France. Et la question de la pérennité de la nation, elle est posée, ou en tout cas elle est perçue, à tort ou à raison. Après, j'ouvre un débat, mais qu'on va pas régler ici, mais c'est un sujet de préoccupation. Et je reviens à mon histoire de population. Dans ce sens-là, de se poser la question de savoir si on veut que cette nation existe demain ou après-demain dans une autre forme d'organisation sociale, etc. Après, tout est ouvert, n'est pas non plus, n'est pas non plus une question illégitime. En sachant que si vous passez en dessous de 1,5 en taux de natalité, il y a ce que certains appellent un effet trou noir, donc vous risquez l'effondrement. Bon. Un effondrement démographique, et donc après, comme l'a dit Pascal Moyère, tout ce qui va avec, après économique, etc. J'entendais l'autre jour un président de conseil départemental, j'ai oublié qui, mais peu importe, qui disait il faut faire un choix entre les crèches et les EHPAD. Voilà, donc on en est là. Eh ben oui. Parce qu'on ne peut pas tout payer, c'est ça l'idée. Son idée, c'est qu'on ne peut pas tout payer, et que donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va se projeter. Est-ce qu'on se projette de manière optimiste et on va investir les crèches, ou est-ce qu'on se projette de manière réaliste, entre guillemets, et en fait on investit dans les EHPAD parce qu'on sait que la population va reculer, que le nombre de vieux qui est déjà considérable va encore augmenter, etc. Je suis d'accord avec vous sur cette idée de trou noir. On a l'impression, en regardant ce qui se passe dans les autres pays, qu'en dessous d'un certain seuil, on n'arrive plus à inverser la tendance. On parlait de l'Italie à 1,24. L'Italie a mis en œuvre des moyens financiers très importants. Elle est toujours à 1,24, ça n'a pas bougé. J'ai eu un entretien avec le directeur de l'équivalent de l'INSEE. Il m'a dit rien n'a bougé au bout de 2 ans de mesures. Même chose en Chine. La Chine a levé l'interdiction du deuxième enfant, puis a libéralisé. En dernier, elle se demandait si elle n'allait pas interdire l'avortement. Mais la Chine plonge. Malgré ça, non seulement elle n'a pas réaugmenté sa population, mais la population continue de plonger. Donc en dessous de 1,5 peut-être, enfin, moi j'ai du mal à le chiffrer, mais il y a un seuil en dessous duquel on a l'impression que les populations perdent le goût des enfants. Voilà, on le voit avec les zones no kids, sans enfants, qu'il y a de plus en plus aux États-Unis. Oui, les enfants, ça dérange. Ça coûte et ça dérange. Et donc, on se passe des enfants. Voilà, donc il y a un moment où il faut réagir et avant que ce soit trop tard, parce que plus on attend, plus ça nous coûte cher et moins c'est efficace. Il ne faut pas passer le seuil de non-retour. Alors, mais il n'est pas trop trop tard parce que, comme vous le disiez au tout début de l'émission, aujourd'hui, on est dans le seuil des années, on est au niveau des années 90. Mais dans les années 90, ensuite, c'est remonté de manière assez substantielle pendant tout le début des années 2000, en gros jusqu'à 2010. Est-ce qu'il y a eu une politique familiale soutenue alors à ce moment-là? Oui, je pense. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'autour de vers 1900, je crois que c'est en 95, il y a eu la conférence de la famille qui a été mise en place. Vous devez vous en souvenir. Et donc cette conférence, elle réunissait les politiques, tous les mouvements de l'UNAF, voilà, tous les partenaires. Et le gouvernement se retrouvait devant tout ce parterre de personnes et faisait des annonces, se sentait obligé de faire des annonces. Voilà. Et puis ça a été et donc la politique familiale était soutenue. Il y avait des mesures chaque année. Et puis ça a été supprimé. Voilà. Et là, la politique a commencé à être
être rogné de plus en plus parce que vu comme une dépense dont on pouvait se passer. Et la famille est devenue une niche pour les riches. C'est-à-dire qu'on a considéré que l'enfant était un produit de luxe, ceux qui voulaient se le payer se le payaient, mais c'était plus un bien pour toute la nation que d'avoir des enfants. En tout cas, c'était une pensée vue comme une pensée d'extrême droite. Donc, je suis contente de débattre avec vous, Raymond, parce que... Oui, parce que vous déconstruisez toutes ces fadaises sur l'idée que... De toute façon, aujourd'hui, il suffit de dire 2 mots raisonnables et de toute façon, c'est la réduction ad Hitlerum. On vous accuse tout de suite de vouloir construire des miradors. Bon, donc, oui, ça va vite, quoi. Il faut faire un choix. Donc, je rentre pas là-dedans. Alors que vous avez une culture politique qui est de gauche. Ah oui, qui est brevetée. Voilà. De la stricte école. Stricte école orthodoxe, en passant par les lanceurs de pavés et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, j'ai un CV irréprochable long là-dessus. comme le bras. Alors, j'en fais pas un argument d'autorité. Non. Pour autant, je suis pour faire comme faisait par exemple une organisation comme le Parti communiste français, c'est-à-dire énoncer des choses, raisonnables pour améliorer la situation des gens. Et je relisais un article par exemple dans leur revue théorique datant de 1991, on croirait une analyse de l'UNAF. Voilà. Donc, je suis était très favorable à la famille, le Parti communiste. Favorable à la famille, pour des mesures tout à fait hostiles par contre au nationalisme, etc. etc. Il était internationaliste. Mais pour que les travailleurs, dans la terminologie qui était la sienne à cette époque-là, pour que les travailleurs puissent élever leurs enfants, le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient dans les meilleures conditions possibles, et ensuite tout ça a été décliné. Alors pour pouvoir élever le nombre d'enfants qu'on souhaite, en 2 minutes, Pascal Morinière, 1 minute 30 ou 2, le défi, quelques mesures concrètes que vous demandez, que vous proposez. Si vous étiez ministre de la Famille, que feriez-vous ? On peut repartir de l'actualité et de l'annonce. Vous avez parlé du réarmement démographique. C'était aussi l'annonce du fameux congé de naissance par Emmanuel Macron, qui est toujours dans l'air. On ne sait pas si ce congé de naissance va aboutir. Congé de naissance, c'est congé parental plus court et mieux rémunéré. 3 mois pour le père, 3 mois pour la mère. C'est bien ou c'est pas bien ça ? En plus des congés mat et paternité. Donc ça veut dire 9 mois de congé, mais après plus rien. Donc ça veut dire après tout le monde au travail. Or, quand on interroge les parents, donc là je suis d'accord avec vous, le retour au réel, on demande aux parents ce dont ils ont besoin de temps avec leurs enfants. Voilà. Or, aujourd'hui, il y a 20% des parents qui cherchent un mode de garde qui n'en trouvent pas. Qu'est-ce qui se passe quand on a un petit et qu'on n'a pas de mode de garde ? On ne le met pas sur le trottoir, on arrête de bosser. En général, c'est la mère qui s'arrête de bosser. Mais si elle n'a plus de possibilité de prendre un congé parental, en fait, on va retirer les femmes du marché du travail, l'inverse de ce qui est en fait présenté comme une mesure plutôt féministe. Donc on voit bien que c'est pas seulement une question du montant des allocations familiales, la politique familiale. Non, c'est beaucoup plus large. Il y a cette dimension aussi de conciliation qui n'était pas dans les premiers objectifs de la politique familiale. Les objectifs historiques étaient de maintenir le seuil de renouvellement des générations et puis de compenser les charges de famille. Puis dans les années 90, on a ajouté la conciliation vie familiale, vie professionnelle et puis le soutien à la parentalité, enfin l'aide éducative aux parents. Oui, parce que les parents ont besoin d'aide éducative. C'est dur d'éduquer aujourd'hui. Plus dur peut-être qu'avant. Encore plus dur qu'avant, oui. Ouais. Un peu moins d'1 minute, il nous reste avant la deuxième pause. Mais moi, j'aimerais même qu'il y ait dans la politique familiale la prévention des ruptures conjugales aujourd'hui. On n'en a pas encore parlé. La famille durable, alors. La famille durable, parce que quand on a un quart des enfants qui vivent dans une famille monoparentale, il y a quand même... on ne peut pas juste faire du curatif ou du palliatif. Il faut faire du préventif. Et oui, du préventif. Alors, on pourra peut-être en reparler dans la 3e partie de l'émission. En attendant, chers auditeurs, je vais vous faire entendre la voix cristalline de Maxime Le Forestier. Malheureusement, il n'est pas dans le studio avec nous, mais nous allons vous passer sa fameuse chanson « Mon frère ». Et Maxime Le Forestier, il avait une mère et il avait 2 sœurs et il aurait voulu avoir un frère. Alors, il s'est inventé pour le temps d'une chanson un confident imaginaire. « Toi, le frère que je n'ai jamais eu » qui conclut « Toi, le frère que je n'aurai jamais, je suis moins seul de t'avoir fait. Pour un instant, pour une fille, je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille. » Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble?
Un an après moi, tu serais né. Alors on se serait plus quittés comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur. J'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première. Mais tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, frère, que je n'ai jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Si tu ne m'avais pas fait faux bon, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques. Elle aurait sûrement partagé les mots d'amour et les pavés, les filles et les coups de la traque. Mais tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, le frère que je n'aurai jamais, je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant, pour une fille. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille. Voilà, nous revenons en studio pour la troisième partie de notre émission Question Écho avec nos deux invités, Pascale Morinière, présidente des AFC, et Raymond Debord, sociologue. Juste avant d'entendre Maxime Le Forestier, Pascale Morinière, vous nous parliez de quelques mesures simples de politique familiale et concrètes, donc toujours retour au réel. Qu'est-ce qui vous tient à cœur en matière de politique familiale que vous aimeriez vivement que le gouvernement fasse passer? Alors, on a un petit peu parlé du congé de naissance qui a été proposé, mais qui n'a pas été mis en place. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un congé effectivement plus court et mieux rémunéré, mais 75% du salaire et d'une durée de 6 mois à 1 an, et qu'on laisse les pères et mères se choisir qui prend le congé. Voilà, qu'on ne fasse pas d'égalité homme-femme à travers la politique de la famille. Et puis, au-delà, on aimerait qu'il y ait un congé possible pour l'un des deux parents à 1 000 € par mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant. 1 000 € par mois, ça semble énorme, n'empêche qu'une place de crèche, ça coûte 18 000 € par an en moyenne. Donc c'est de toute façon moins cher pour la collectivité que de garder les enfants à l'extérieur de la famille. Voilà, donc ça permettrait, quand on interroge les parents qui ont renoncé à avoir un enfant, la moitié des parents disent qu'ils n'auraient pas renoncé s'ils avaient pu s'arrêter. Donc ça permettrait aux familles de s'arrêter. Voilà. Et ce chiffre de 1 000 € est ce que les parents disent en moyenne sur les besoins qu'ils auraient, contre 480 actuellement pour la prépare.
Et vous travaillez avec des économistes qui chiffrent ces mesures parce que, Alors, c'est pas des économistes, on a sondé, on a demandé directement aux familles. Mais ce que ça coûterait, mais vous acceptez pas l'idée que ce soit un coût, donc... Investissement. Non, c'est un investissement. C'est un investissement pour l'avenir. C'est pour l'avenir, Oui. pour notre économie, pour la santé de notre société. Alors, c'est sûr que etc. le taux de recours serait supérieur. Bien Oui. sûr, c'est la question que vous posez. Ça, oui, on va se dire... Bien sûr que le taux de recours serait supérieur, ça forcément, mais est-ce qu'on se résout à avoir de moins en moins d'enfants, ou est-ce qu'on met les mesures moi, je crois que ça doit être et la crèche et l'EHPAD. Se préoccuper de nos vieux, dont on a hérité. Donc, il ne faut pas choisir pour vous, il faut choisir les deux. Bah oui. Ouais, c'est et. Oui. Par contre, peut-être moins de ronds-points ou je ne sais pas, mais il y a sûrement des mesures quelque part. En tout cas, les économies budgétaires, c'est pas sur la famille qu'il faut les faire. La famille, actuellement, elle est bénéficiaire. L'année dernière, en 2023, 1 milliard de bénéfices sur la branche famille. En 2022, 1,3 milliard. Donc, c'est la famille qui gagne de l'argent et qui renfloue déjà pour les retraites. Donc, je pense qu'il faut aider les familles si on veut être un pays qui ait un avenir. Oui. Alors, un pays qui est un avenir, il y a aussi toute la dimension économique et des choses concrètes, le terrain, mais il y a aussi un système économique dans lequel on vit, on le dit consumériste, on le dit capitaliste ou turbo-capitaliste ou financiarisé, etc. Je voudrais faire une citation de Raymond Debord, puisque vous êtes là, je vais vous flatter un peu, Raymond. Dans votre livre, donc, faut-il en finir avec la famille ? Vous dites, je vous cite, « L'ennemi du capital, ce sont les institutions pouvant faire obstacle à son plein déploiement, qu'il s'agisse des syndicats ouvriers, des organismes de sécurité sociale et finalement toutes les structures collectives échappant à l'atomisation du client consommateur. » Et vous concluez, la famille dans ce qu'elle incarne comme lieu de solidarité échappant au marché en fait bien entendu partie. Fin de citation. Donc la famille fait partie des ennemis en quelque sorte de l'argent roi, quoi, de ce monde de la finance dominante. C'est un frein. D'ailleurs, si vous regardez comment on a commencé à porter atteinte aux politiques familiales, parce que comme le disait Pascal Meurignard, ça a été en fait grignoté depuis fort longtemps. Alors après, il y a eu des accélérations, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au moment où on a décidé pour des intérêts économiques, pour des volontés de faire monter le PIB, on a décidé de contraindre en quelque sorte les femmes à s'inscrire sur le marché du travail salarié, et ça s'est fait par la destruction de l'économie familiale, sachant que du coup elle allait être marchandisée. L'économie familiale, c'était quoi? Le travail à la ferme, l'artisanat, ou tout simplement le fait que la mère de famille dans une famille ouvrière, n'étant pas salariée, elle allait gérer le budget familial, elle allait faire à manger, etc., etc. Alors à l'époque, c'est ça que vous appelez l'économie familiale. Avait des arguments extrêmement naïfs qui étaient de dire, dans l'intérêt d'une gestion de l'État en bon père de famille, il faut prendre ça comme modèle. Oui, mais sauf qu'évidemment, ça n'avait pas d'intérêt pour le développement économique, et donc du coup les gens travaillent, donc ils vont manger au restaurant d'entreprise, ils vont acheter une voiture, et l'organisation de la vie, y compris sur un plan budgétaire de la famille, s'opère de manière tout à fait différente. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais effectivement vous parliez des familles de paysannes ou dans l'artisanat, etc. Évidemment que là aussi cette fonction économique de la famille en tant qu'unité économique, ça fait fort longtemps qu'elle a été mise à mal. Le dernier truc qui restait, c'était la fonction éducative, et on voit que l'État veut tout prendre. L'État veut tout prendre, puisque maintenant il essaye de s'attaquer à ce qui reste, c'est-à-dire à ça en fait. Ouais, il cherche à s'attaquer à ça. Les familles se sont aussi habituées, voilà, et donc ont pris l'habitude d'externaliser toutes les tâches, les courses, on se fait livrer ses courses, on a des Uber et des Deliveroo c'est des secteurs en plein développement. Tout est fait à l'extérieur de la famille parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a le double travail. Mais n'empêche que du coup, dans la famille, on n'a plus de choses en commun. On ne fait plus la pâtisserie ensemble parce qu'on achète les plats tout faits. On ne bricole plus ensemble, on ne jardine plus ensemble. Voilà, donc ça participe de cette atomisation des liens et de la relation. Donc chacun est individu consommateur pris dans ce grand marché global. Et est-ce qu'on veut quand même jusqu'à en éliminer les
ce qui reste de gratuité d'une certaine manière. Est-ce que la gratuité c'est l'ennemi du marché? Parce qu'on cherche à tout marchandiser aujourd'hui. Bien sûr. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Si vous voulez, personne ne se réunit dans une pièce. Alors si, quand ils ont fait avec le troisième plan, quand ils ont décidé de favoriser l'insertion des femmes sur le marché du travail, ça c'est une décision politique. Mais c'est la logique du capitalisme, c'est la marchandisation du vivant à tous les niveaux, et donc et la destruction de toutes les structures collectives. Après ça, c'est une logique intrinsèque. Mais il reste la place aux politiques, c'est-à-dire la place à faire autre chose. Donc je dirais que c'est la logique si personne n'y pose un frein. La difficulté étant que on a eu longtemps des gouvernants et même un peu des opposants qui pensaient que le marché allait être par lui-même capable de régler les problèmes, la main invisible. Voilà, la main invisible, de créer des équilibres et finalement de permettre le renouvellement de la société, ce qu'on appelle la reproduction sociale. Or, on s'aperçoit que sur ce plan-là, alors ce qui pose des problèmes théoriques très intéressants pour des marxistes, mais peut-être que pour les autres, ça n'a pas moins d'intérêt. Du coup, on a quelque chose de nouveau, parce qu'avec cet effondrement démographique, finalement, bon, il peut l'être aussi démocratique, finalement, on a un système capitaliste qui a perdu son point d'équilibre et qui ne parvient pas à se renouveler lui-même, à assurer la reproduction de la société au lendemain. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, et moi j'ai l'impression que ce système économique, ce turbo-capitalisme, il promeut toutes les lois dites sociétales. De déconstruction des repères de la famille aussi, par exemple le mariage gay, tout ça. Ils adorent ça, les grandes firmes. Oui, de toute façon, ils marchandisent tout. Donc, ils ont marchandisé mai 68, ça a été largement documenté. Ils ont les révoltes des jeunes des années 60 ou même des années 50. Nous parlions du rock hors antenne en commentant Maxime Le Forestier. Typiquement, le rock, quelque chose je parle des années 50, qui a été un produit immédiatement récupéré. Je dirais, c'est pas un produit, mais immédiatement récupéré par l'industrie, par le capitalisme, etc. Donc ça, c'est une tendance naturelle. J'allais dire, la question est de savoir, est-ce que il y a possibilité. Alors il y a des freins objectifs, donc la famille c'est une structure qui fait obstacle par nature. Est-ce qu'il y a possibilité de prendre des positions un peu plus politiques que ça? Donc c'est pas forcément un hasard s'il y a une déconstruction des repères essentiels. C'est un lien avec l'extension permanente du domaine du marché. Vous le pensez aussi, Pascal? Oui, on n'a pas cité ça, mais le travail du dimanche, c'est emblématique de ce que vous venez de dire, Raymond. Voilà, c'est qui déconstruit la famille, puisqu'on va errer dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, etc. Alors que c'est le jour où on se retrouve a priori en famille pour passer du temps tous ensemble. En fait, on n'est plus capable de passer du temps tous ensemble, parce qu'on en a perdu. On a tellement l'habitude d'être séparés, et chacun est sur sa console de jeu, son écran, son activité personnelle. J'ai fait une petite expérience qui était de demander à une intelligence artificielle à quoi sert la vie de famille. Alors, que dit-elle? Faites cette expérience, c'est très intéressant. En résumé, c'est un lieu cocon de réassurance émotionnelle mutuelle. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est très psychologique. Oui, c'est l'épanouissement. Et le rôle de chacun n'est pas du tout spécifié. Je ne parle pas du père et de la mère, on est très loin de là, mais des générations, le rôle des parents par rapport à leurs enfants n'est en rien spécifié. On est tous dans un développement personnel, ça renforce l'estime de soi, etc., etc. Ouais. C'est très lié à tout ce qu'on décrit est très lié au néolibéralisme en fait. Oui. C'est ça la nouveauté. C'est le tournant des années 90, on va dire. Ça a commencé avant, mais oui, on peut dire ça comme ça. De toute façon, c'est des choses c'est des phénomènes progressifs. Et donc il y a tout ce qui va avec. Donc comment dire, sur un plan idéologique, évidemment, la montée en puissance du nombrilisme, des postures victimaires, etc., participe de ce mouvement-là. Le problème étant que le néolibéralisme est en crise et que quelque chose d'autre va lui succéder quoi qu'il arrive, et que d'un certain point de vue, on est déjà dans une forme de décalage entre le discours idéologique dominant
et les nécessités, y compris les nécessités économiques pour le capitalisme. Alors, le discours idéologique dominant, vous vous y attaquez, Raymond Debord. On va parler un peu de votre actualité. Il nous reste 2 minutes 30. Vous avez écrit un livre, L'individu contre la société. Vous critiquez toute cette folie de surenchère sociétale, on va dire, toutes ces lois sociétales, etc. Mais je crois que vous préparez encore un autre ouvrage. Tout à fait. Je prépare un ouvrage qui va sortir donc au premier trimestre 2025 et qui va porter sur une partie du débat que nous avons eu aujourd'hui, une grosse partie d'ailleurs, puisque c'est sur les enjeux démographiques et sur l'impact de cette crise démographique mondiale, de cet hiver démographique qui arrive. Je peux dévoiler le titre ou pas, ou c'est secret? Bien sûr. Vers un monde sans enfants, ça sera toujours aux éditions Critiques. Toujours aux éditions Donc, Critiques. faut-il en finir avec la famille 2020 aux éditions Critiques? Et vous répondez non, vous soutenez la famille. L'individu contre la société, c'était 2023, toujours aux éditions Critiques, et 2025, Vers un monde sans enfants. Pascale Morinière, mais vous écrivez aussi, je crois. Oui, moi aussi je sors un livre. Alors je suis moins avancée que Raymond. Mon premier livre sur la famille au cœur, qui sortira en mars prochain aux éditions du Cerf. Ah, au Cerf, très bien. Et alors, nos auditeurs iront acheter votre livre, ainsi que celui de Raymond Debord, et ils peuvent adhérer aux AFC, je pense. Alors quand même oui, aussi. ils peuvent adhérer aux AFC, parce que chaque fois qu'on a les voix d'une famille, ça renforce notre poids. Il n'y a pas des choses à faire en plus. Parfois on me dit, je suis déjà à l'appel, je suis déjà dans des tas de choses. Il n'y a rien à faire, il y a juste à donner ses voix pour peser au sein de l'UNAF, où nous défendons la vision de la personne humaine, et la famille, c'est l'huile de base de la société. Donc, vous donnez du poids dans les instances. Merci beaucoup Pascale Morinière, merci beaucoup Raymond Debord d'avoir participé à cette émission. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons le samedi 9 novembre pour la prochaine. Au revoir. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémar avec la revue Capital Social.